Très bien. Merci, professeur Mskini. Donc, à mon tour de parler de la transition de l'adolescent de l'âge adulte. Et c'est vrai que ça a été dit par professeur Hida. Donc, l'adolescence, je ne vais pas répéter ce qu'a dit professeur Hida, mais c'est une période de mutation rapide, que ce soit biologique, émotionnelle ou sociale. C'est une période critique et c'est pas la maladie qui change, mais c'est le regard qu'on porte sur l'asthme qui change. Nous allons voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette période très très compliquée pour l'asthme. Donc c'est quoi la transition? Pourquoi il est essentiel? Quels sont les risques, les enjeux, les obstacles? Et comment accompagner l'enfant dans cette période délicate? Alors quand Hida m'a proposé j'ai essayé de revoir un peu... de revoir un peu l'expérience clinique. Je me souviens de cet enfant de 17 ans, fils de cardio, qui vient pour une exacerbation d'asthme sévère. Il allait mourir il ne vient plus à la consultation. Il a été hospitalisé. Il ne fait plus d'activité physique. Il prend du poids. Utilisation fréquente des bêta-2 à courte durée d'action. Je parle, je ne sentais rien, je suis très occupé, je prépare les examens et je croyais que j'étais guéri. Donc ça c'est c'est l'adolescent asthmatique, c'est le problème de la confluence de l'observance. Et puis deuxième malade, Abdallah, c'est un enfant qui a été suivi, qui a été hospitalisé chez nous pour un asthme. On le connaît depuis son jeune âge. Et puis donc il grandit, il commence à être irrégulier dans les consultations, à un niveau socio-économique très bas, commence à fumer, grandit, travaille dans une tapisserie. Et puis donc il est hospitalisé plusieurs fois dans les services de réanimation d'adultes. Ça n'a pas marché, ça n'a pas... Et puis la maman, elle venait chaque fois dans le service, parce qu'on lui donnait des échantillons, parce qu'elle nous connaît, Et puis donc un jour il décède par un asthme aigu grave à 23 ans. La TEFA, c'était un peu la même période. C'est une fille qui a été hospitalisée en réanimation pour un asthme aigu grave. Elle venait avec son papa. Elle était sous corticothérapie, donc son asthme était très contrôlé. Elle avait quelques contraintes administrative pour qu'on la suive dans le service. Elle dit non, je ne veux pas partir chez les adultes, je veux rester ici. Et puis donc là, elle est encore suivie dans la consultation, elle travaille dans la coiffure et elle vient encore dans la consultation avec son enfant qui a de l'asthme également. Donc c'est difficile de... Tout à l'heure. Ouais. Alors c'est une période de vulnérabilité pour l'asthmatique. Des changements psychologiques. Les asthmatiques ne raisonnent pas, le cortex frontal n'est pas développé, difficulté d'accepter la maladie, d'accepter une maladie chronique. Pour l'adolescent, tout ce qui nuit à mon autonomie, tout ce qui m'est indispensable nuit à mon autonomie. La perception du risque, il est altéré, qu'il soit hospitalisé ou non, donc il ne perçoit pas le danger. Le comportement à risque, on le voit beaucoup à cette période, ce qui aggrave un peu l'asthme, le tabagisme, fait plus d'activité physique, la sédentarité, l'obésité, une grande comorbidité dans l'asthme qui favorise le reflux. Donc, le professeur Tahir n'est pas là. Donc, la mauvaise observance, la négligence, c'est pas qu'il n'est pas observant, c'est un ado. C'est un ado. Donc, la négligence, la crainte de la stigmatisation au lycée, à l'école, n'a pas envie d'être stigmatisé. Les enfants sont terribles entre eux. Donc, chaque fois qu'ils prend un spray, c'est la stigmatisation, c'est le risque d'être rejeté. C'est dans le sport, dans les activités, dans tout ce qu'il entame. Puis sans que ça aboutit à un désert de discrétion, de ne pas être attirer l'attention. Et puis donc tout ça aboutit à que souvent on a des enfants on perd le contrôle de l'asthme. Ce qui est un objectif majeur de la prise en charge de l'enfant asthmatique, c'est d'arriver à l'âge adulte avec des poumons sains, une bonne fonction respiratoire.
et avoir un bon contrôle de l'asthme. C'est ça un peu la fonction du pneumopédiatre. C'est préserver le capital respiratoire et arriver à l'âge adulte avec un poumon sain, une bonne fonction respiratoire. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? On veut que l'asthme soit bien contrôlé, c'est-à-dire qu'il réduise la fréquence d'utilisation des bêta-2, utiliser le moins de bêta-2 possible, ne pas utiliser les corticoïdes oraux. Et puis donc, malheureusement, il y a des choses qui arrivent au niveau de l'asthme. Il y a parfois des périodes de rémission, mais une rémission, si longue soit-elle, ne signifie pas que l'asthme a disparu. Il y a une influence hormonale qui fait que, par exemple, la fréquence à cet âge change et on voit plus d'asthmatiques chez les filles. Il y a l'asthme cataménial également. Et puis, il y a des modifications de la perception de symptômes. Donc, l'adolescent, il est plus stoïque, souffre et abstiens-toi, donc il ne veut pas révéler donc, sa maladie et ça aboutit à une discrétion qui peut être très très grave, voire fatale. Le comportement à risque, je parlais du stoïcisme, souffre et abstiens-toi, une surutilisation de bêta-2, la rejet des thérapeutiques inhalées, je suis très occupé, donc pourquoi aller en consultation alors que je vais bien, pourquoi consulter, je vais bien. Les comorbidités qui surviennent à cet âge, le surpoids, la rhinite, ils sont très anxieux, les ados. Et puis l'impact de l'environnement, le lycée, les activités, les loisirs. Et puis l'impact familial, souvent on a des problèmes conflictueux qui surviennent cette fois, soit des parents hyper protecteurs. On le voit, les parents marocains ils sont très protecteurs. La maman vient, c'est elle qui tient la chambre, c'est elle, quand tu demandes le médicament, c'est elle. L'enfant, il est soit un relâchement, il est grand, donc et puis donc ça aboutit aux deux extrêmes. Et puis l'impact médical, même les médecins ne savent pas se comporter avec cette tranche à cette tranche d'âge. Il y a une étude qui a été publiée donc, par le SAI en 2020. Il a montré que 80% des interrogés montrent qu'il n'y a pas de questionnaire, qu'il n'y a pas de guideline pour cette phase de transition. Donc on n'est pas les seuls, c'est pratiquement mondial. Et puis donc il y a quelques pays qui se sont mis à cette phase de transition en faisant donc des consultations de transition où le médecin adulte assiste et le médecin ou le pédiatre également, et ça prépare un peu l'enfant. Alors, il y a des perturbateurs, je ne dis pas des perturbateurs endocriniens, mais des perturbateurs de la transition à cet asthme. C'est le mythe de la guérison à la puberté. Et ça, malheureusement, c'est entretenu par certains médecins. On ne fixe pas le rendez-vous. L'asthme, c'est une maladie chronique. Et c'est ce qui fait un peu le génie évolutif de la maladie, c'est qu'une rémission, si longue soit telle, ne signifie pas que le problème est résolu. Contrairement à ce que disait notre ami professeur Hida tout à l'heure pour les Miki, la douleur, la diarrhée, les symptômes, ils rappellent la maladie. Là, le silence, il fait oublier la maladie, il fait croire à une rémission. Et c'est ça qui fait que l'asthme, c'est une maladie capricieuse qui fait que parfois, on aboutit à un drame. Et les gens assimilent, les enfants, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de guérison, donc ce n'est pas corrélé par l'exploration fonctionnelle respiratoire. Et si on ne fait pas d'exploration, on ne peut pas dire que l'enfant va bien. Alors, vous voyez donc qu'il y a certes une période de rémission, une zone noire, grise, où parfois il y a une rémission, mais parfois ils reprennent. Donc un tiers des enfants arrivent avec un asthme incontrôlé déjà à l'âge adulte. Et puis donc, durant cette période, tout peut se passer. Il y a des asthmes qui apparaissent. Et ça, ce qui fait que l'asthme, comme on le définit, c'est une maladie chronique. L'asthme ne disparaît pas, c'est juste le regard à cette période qui change. Mais malheureusement, on peut avoir des drames qui aboutissent à cette période. L'adolescent privilégiant plus
les médicaments qui soulagent et la prise de bêta-2 qu'un traitement de fond qui est le véritable traitement de la maladie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obésité, la rhinite peuvent aggraver cette période qui est très difficile. Je passe très rapidement en disant que la rémission n'est pas une guérison et que l'asthme léger, quand il dit le malade, là, j'ai pas d'asthme, finalement l'asthme léger c'est quoi? C'est une phase, dans la littérature on ne définit pas l'asthme léger, on définit l'asthme sévère. L'asthme léger n'existe pas, donc il faut toujours être vigilant. La transition, ça a été dit par le professeur Hida, ce n'est pas un transfert, c'est un accompagnement global. Et un tiers de la mortalité, donc chaque 3 heures, des enfants entre 15 et 25 ans meurent. Chaque 3 heures, il y a un décès dans cette tranche d'âge. Donc vous voyez avec quelle acuité le problème se pose. Et la transition, ce n'est pas une question d'âge, c'est un processus qui vise à sécuriser, à arriver à l'âge adulte avec des poumons sains, une bonne fonction respiratoire. Il faut acquérir des compétences, des attitudes, savoir comment gérer l'exacerbation, savoir avoir des compétences pour la technique d'inhalation et avoir une attitude à adopter en cas d'exacerbation sévère et connaître les principes du traitement de fond. Alors la transition, pourquoi, comment, je vais passer très rapidement. Il faut également donc souligner l'importance d'un suivi régulier, qu'il n'y ait pas de laxisme, l'importance d'un traitement inhalé, comment gérer l'exacerbation, avoir un plan par écrit à adopter en cas d'exacerbation, et puis lutter contre les comorbidités, qui sont la rhinite, la dermatite, le reflux, puis le surpoids. Donc le rôle du médecin est essentiel, le rôle des parents est fondamental. On passe d'un siège passager à un conducteur, c'est très lourd. Ce n'est pas parce qu'il a son permis qu'il peut conduire. Il a besoin d'accompagnement, il a besoin d'assistance, il a besoin que les parents lui disent qu'on est là pour toi, si tu as besoin de nous, ce n'est pas démissionner. Et c'est une phase qui est très, très difficile. Et Cyril l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un transfert, c'est un processus, c'est un voyage. Il doit avoir une boussole qui appeler en cas de détresse, avoir sa carte de crédit, avoir qui appeler, et ce n'est pas abandonner l'enfant. Et l'objectif, c'est d'avoir une bonne sécurité, qu'il n'y ait pas de décès, et à arriver à l'âge adulte avec un poumon sain, une bonne fonction respiratoire. Et je vous remercie. Merci, professeur Bahraoui.